Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. J'ai envie de dire Habari en Swahili. Merci d'être des nôtres. Merci également au président Bandakani, le président justement du nouveau mouvement populaire qui est en notre compagnie. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos différentes antennes. Président, bonsoir. Bonsoir, Madame Linda Foot. Moi aussi, c'est un plaisir d'être à tes côtés dans le cadre de notre émission hebdomadaire. J'ai une pensée pour Fabrice Ndoum, qui n'est pas en très bonne santé. S'il nous regarde, je voulais lui témoigner toute notre solidarité, notre soutien devant ces difficultés qu'il traverse. Je lui souhaite un prompt rétablissement pour qu'il soit parmi nous dans la lutte que nous menons depuis ensemble. Je salue toute sa famille en général et en particulier son épouse. Je voudrais saluer les techniciens qui se battent comme des beaux diables pour que les standards techniques soient respectés. Je salue tous les téléspectateurs de notre chaîne qui montent, qui fait son petit bout de chemin et qui, dans les jours, les mois, les années qui viennent, sera une télévision de référence, la télévision de référence dans la médiasphère panafricaniste. Merci de m'avoir invité, Madame Linda. Le plaisir est toujours le nôtre. Alors, sans donc plus attendre, nous allons commencer avec ce sujet d'accueil qui nous conduit directement du côté de Washington. C'est vrai qu'il y a une première vague de pays qui ont été déclarés non grata en ce qui concerne justement la délivrance des visas. Nous avons par exemple le Tchad qui a riposté illico presto, qui a aussi décidé de ne plus donner des visas aux ressortissants américains parce que la plupart entrent dans nos pays africains sous les casquettes d'ONG ou encore de médecins ou encore d'aide humanitaire. Alors aujourd'hui, il se trouve que la liste s'est rallongée. Et dans cette liste, il y a le Cameroun. Comment comprendre ce rallongement de la liste? Que veut M. Donald Trump? Il veut créer une barrière définitive entre les États-Unis et les États d'Afrique. Il applique son programme. Il applique son programme. Un des leviers de mobilisation de sa base politique, c'est la question de l'immigration. Bon, déjà, à l'intérieur, il mélange tout et n'importe quoi. À défaut d'avoir de vrais résultats, face à des États mieux organisés qui savent se défendre, ben, il est très facile de taper sur les Africains. Parce que, évidemment, ce sont les Africains. Donc, il faut comprendre qu'il doit envoyer des messages fermes à sa base. Les militaires arrivent aux États-Unis. Et il faut qu'il ait des résultats. Donc il tape sur les immigrés et il tape sur la partie de l'immigré qui est la plus fragile, la moins organisée au regard des rapports de force aux États-Unis. Désolé de le dire, les pays africains payent le prix. Maintenant, la seule façon de l'arrêter, c'est qu'en termes de réciprocité, les pays africains réagissent, Madame Dédi Foot. Et pour l'instant, il n'y a que le Tchad qui a réagi à ce niveau-là. Il faut réagir. Alors, comment comprendre le silence des autres chefs d'État? Parce qu'il y a également le Burkina Faso, vous avez l'Angola, il y a d'autres pays, à l'instar, par exemple, du Cambodge. Il y a également la République démocratique du Congo. Chose bizarre, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est jusqu'ici présentée comme étant, en fait, le bébé de cette mauvaise politique qui nuit justement sur la souveraineté africaine. Non, il faut comprendre que pour le cas de la Côte d'Ivoire, les gens confondent. Il y a les alliés américains, mais pour Donald Trump, ce sont les alliés de ses ennemis politiques. Voilà, donc Ouattara, tous ces gens-là, Trump estime que oui. Mais ils sont avant tout alliés de ses ennemis politiques, les démocrates, ce qu'on appelle globalement l'État profond américain. Du moins, une partie de l'État profond américain. Trump estime qu'ils sont ses ennemis, donc il n'hésite pas à taper dessus. Donc, c'est vrai pour M. Ouattara, c'est vrai pour d'autres pays que vous avez cités. Il faut comprendre ça comme un enjeu politique interne et c'est le levier le plus facile à manœuvrer. Et les pays africains, je vous l'ai dit,
sont le maillon faible de la chaîne d'immigration aux États-Unis. Parce que les raisons qu'il avance, d'abord, il veut distinguer l'immigration illégale de l'immigration légale. Et dans le cas de l'immigration légale, les ressortissants africains peuvent avoir des faiblesses. Donald Trump justifie sa mesure par le fait que les immigrés africains, quand ils viennent, ils ne rentrent pas chez eux, ils viennent caler, les gens viennent avec des prétextes, mais après ils restent. Deuxièmement, on n'a pas assez d'argent pour financer les études universitaires supérieures, on n'a pas l'argent. Et voilà. Troisièmement, ces immigrés-là basculent après dans des comportements illicites. Et en termes de refus de visa, la moyenne est effrayante, Madame Linda. La moyenne pour les pays africains, on est entre 60 et 65% de refus. Alors qu'en Europe, pour les pays européens, on a 9% de refus. Vous voyez très bien que l'immigration reprend. C'est-à-dire que les lignes de fracture historiques qu'on connaît, un ensemble de hiérarchies historiques établies. Ça frise du racisme, cette affaire. Donc Donald Trump joue là-dessus pour flatter un électorat à qui, pour l'instant, il n'a pas de résultats concrets à offrir au regard de ses promesses électorales. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu les émeutes qui ont eu lieu ces jours-ci en Californie. En Californie, justement, j'allais en venir. Voilà, c'est lié à ce problème. Vous avez des immigrés mieux organisés, mieux installés, qui disent on ne bouge pas. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre ça, mais de faire le constat d'un mouvement social. Certes, instrumentalisé politiquement par les ennemis de Trump, mais ces gens vous disent qu'on ne bouge pas, on ne quitte pas les États-Unis, et ils manifestent avec les moyens qu'ils ont eus. Trump a été obligé de faire appel à la garde nationale, de mobiliser les moyens de l'armée pour intervenir. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des bagarres juridiques, des bagarres d'interprétation, qui visent à le faire comprendre qu'il a outrepassé cette loi, il n'a pas le droit de faire ça. Bon, c'est une querelle juridique, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est pour vous dire l'importance de cet enjeu pour lui dans le front intérieur américain. Je répète une fois de plus, c'est aux États africains de réagir. Et pour réagir, pour être fort, il faut, à défaut d'être réellement unis, un minimum de coordination dans la réponse appliquée à opposer à M. Trump. Donc, mais ça, il faut que les Africains, les dirigeants africains aient la volonté. Malheureusement... Et le courage surtout. Oui, beaucoup de dirigeants africains ne sont pas à mesure d'affronter Donald Trump sur ce terrain-là. C'est ce qu'on observe. Voilà. Quelques dirigeants se démarquent, mais... Mahamat l'a quand même fait contre toute attente. Je dis, lui, il est pour l'instant l'exception. Le président Traoré aussi. Mais le reste ne parle pas. Ne parle pas. L'Union africaine ne dit rien. Pour des raisons que nous connaissons tous. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement dépendants des États-Unis. Même au niveau de leur vie personnelle, leurs enfants fréquentent aux États-Unis, etc. Beaucoup ont des comptes bancaires aux États-Unis, etc. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font que beaucoup de dirigeants africains ne sont pas mentalement préparés à affronter, n'est-ce pas, une telle situation. Oui, mais président, finalement, à quand la véritable indépendance de l'Afrique? Non, mais elle est amorcée. Elle est amorcée. L'AES est là pour le témoigner. D'autres pays sont dans ces processus. Il ne faut pas... je veux dire quoi? Ces problèmes ne doivent pas masquer le fait qu'il y a une dynamique profonde qui travaille l'Afrique et elle est montante. C'est une marée montante de plus en plus. Donc, on ne va pas faire la fine bouche pour le dire. Certains processus, des États s'affirment à ce niveau-là. D'ailleurs, beaucoup d'États s'affirment à ce niveau. Je pense que cette situation est comment je vais expliquer ça? Est une réalité historique. Les Africains noirs aux États-Unis souffrent du racisme lié à plusieurs raisons historiques, l'esclavage, la mentalité américaine, la mentalité WAPS, White Anglo-Saxon protestante, etc. La structure même de la société américaine, du pays, joue, c'est-à-dire explique en grande partie ce racisme-là. Dans les relations avec l'Afrique, les Américains
leur conception des relations entre les États, c'est la brutalité, ce sont les rapports de force à l'État brut. Ils ont été habitués, quand on va enlever la façade française qui a servi de pont pendant des années, les Américains, quand ils regardent les Africains, ils constatent que nous ne sommes pas organisés. Pour parler avec les Américains, il faut être organisé. C'est-à-dire il faut être en mesure de leur opposer une réaction qui touche leurs intérêts. Mais nous ne sommes pas organisés. Mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi ce problème d'organisation, président? Mais parce que nous sommes des colonies. Est-ce que cette organisation... Nous sommes des néocolonies. Hier, on était géré par une gendarmerie de la France. Oui. Mais la France, maintenant, on l'a chassé la gendarmerie. Les Américains, nous, on est là. Et le premier tableau qui montre comment les Américains voient l'Afrique, c'est la loi. La loi qui a été présentée à une des chambres du Congrès américain qui visait à punir les Africains qui vont traiter avec la Russie. C'était le cas avec Joe Biden, sous Biden. Donc, cette loi parle plus que tout, dit. Vous imaginez, en plein début du XXIe siècle, que le niveau du dialogue entre l'Afrique et l'Amérique, c'est ce niveau-là. C'est-à-dire que les Américains nous interdisent de collaborer avec la Russie. Sous peine de punition, y compris même l'assassinat des dirigeants. C'est écrit dans ce texte-là. Tout à fait. Alors, Biden est parti, Trump arrive. Regardez le tableau, n'est-ce pas, qu'a illustré la visite de Ramaphosa, le président sud-africain, aux États-Unis. C'est du délit. C'est-à-dire, il raconte tout et n'importe quoi. Parce que dans sa tête, il parle à un continent qui n'est pas organisé. Ils ne sont pas organisés. Nous ne sommes même pas en capacité de faire un minimum de coordination stratégique sur des sujets qui sont de nature à booster notre prestige, à nous donner de l'influence dans les relations internationales. On est incapable. On avance à rang dispersé pour mille et une raisons, dont ce que je viens de vous dire. La relation d'abord de nos dirigeants aux États-Unis. Si un dirigeant voit l'Amérique comme le paradis, voit l'Amérique comme... À plus forte raison, les citoyens lambda. Quand les gens voient ça, il ne peut pas réfléchir même un jour à équilibrer les relations entre ce pays et son pays. Si un dirigeant a peur des États-Unis, si un dirigeant a peur, et si en plus maintenant ses enfants sont là-bas, sa fortune est là-bas, mais il s'en fout qu'on renvoie ses compatriotes, il s'en fout. Il va préférer regarder, n'est-ce pas, ses petits intérêts. C'est aussi simple que ça. C'est simple que ça. Vous voyez que, je vous ai dit tout à l'heure, la posture de Donald Trump à l'égard des institutions européennes, allez voir. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont une surface financière qu'on n'a pas, ils sont formés, etc. Non. Il y a dedans aussi du racisme. Voilà, il y a dedans du racisme. Il y a dedans le fait que l'Amérique raciste, blanche, continue à avoir honte. Continue à avoir honte de son passé à l'égard de l'Afrique noire, l'esclavage, etc. La période des mouvements civiques, le racisme était très fort. L'Amérique est dans l'incapacité de faire le deuil de ce passé. Et il gère ça par des réactions comme ça, des réactions lapidaires d'un Donald Trump qui revendique de façon décomplexée une espèce de suprématie, n'est-ce pas, raciale. De manière décomplexée, justifiée par ses soutiens politiques, sa base politique. C'est important de comprendre cette affaire-là, comment Donald Trump fonctionne. Donc, de ce point de vue, Dadedi, l'Amérique est dans l'incapacité, il faut le dire, structurelle et idéologique de régler la question raciale posée par les Noirs aux États-Unis. Je ne vais pas revenir sur la situation des prisons. Ce qui se passe depuis des siècles. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre la place des Noirs aux États-Unis, allez dans les prisons. Allez voir la politique carcérale des États-Unis. Ce qui se passe. Vous comprenez que c'est une nation
qui est dans l'incapacité de faire le deuil. Donc on fait la fuite en avant. Trump est dans la fuite en avant. En même temps, il se présente comme celui qui fait le plus pour les Noirs, mais en même temps, il est rattrapé, n'est-ce pas, par ses actes. Il y a un gros fossé entre les actes et justement les promesses qu'il a balancées fallacieuses lorsqu'il a justement prêté serment, toutes les promesses. Et j'ai vu beaucoup de Noirs qui jubilaient en disant « Enfin, nous avons notre président américain ». Mais aujourd'hui, que répondez-vous à ces personnes qui disent que vaudrait mieux encore Joe Biden que Donald Trump? Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, quand on parle de la situation des Noirs aux États-Unis, ce n'est pas seulement la question des immigrés qui viennent d'arriver. Vous avez les Noirs traditionnellement installés aux États-Unis depuis l'esclavage qui se sont maintenus. Il faut avouer que Donald Trump, dans son premier mandat, il a fait des choses pour les Noirs. Et ils ont répondu, cette catégorie-là, cette tranche de la population noire aux États-Unis a réagi, a été sensible à ça. C'est un fait. Parce que généralement, les Noirs, traditionnellement, ont toujours voté pour les démocrates. Il y a un mouvement qui s'est produit au premier mandat où, à la suite, vraiment, il y a eu. Mais, c'est rien, Linda. C'est rien parce que le cœur de son électorat, ce ne sont pas les Noirs. Le cœur de l'électorat de Donald Trump, ce sont des suprémacistes blancs, ce sont des réactionnaires qui ont un rapport épidémique à la question migratoire, à la question de l'immigration, etc. Donc, je vous ai dit, c'est sa base électorale, il ne peut pas jouer avec ça. Je vous dis, il doit donner des résultats. Simplement, c'est que il justifie ça, il veut se cacher derrière des données prétendument rationnelles. Comme je vous ai dit, la tendance, d'après lui, d'après le rapport américain, des immigrés noirs à ne pas respecter les délais de séjour. Ils viennent, ils restent. Deuxièmement, on est dans l'incapacité de financer les études supérieures. Donc le problème de la surface financière. Et après, donc, le problème du basculement des immigrés dans des comportements illicites. Il basque ça. Mais quand on présente ça ici, on refuse d'assumer la dette historique et ses conséquences qui ne sont pas finies. Vous ne pouvez pas dire aux Africains noirs qui ne sont pas chez eux aux États-Unis. Parce que quand on a déporté les Noirs comme esclaves aux États-Unis, il n'y a pas de visa. Ouais, justement. Et ici, il n'y a pas de visa. On est venu arracher les Noirs ici, on les a amenés de force. Et ce sont eux qui ont fait l'Amérique. L'Amérique doit sa richesse aux esclaves noirs. Nida. Mais si on est sérieux et honnête dans le truc qu'on fait des choses, on développe une politique adéquate, appropriée, qui prend en compte cette dette historique avec des aménagements adéquats, correspondants, une espèce de discrimination positive. L'Amérique a cette tradition-là. Mais Donald Trump, non, c'est un... Il faut voir, lui, c'est... Il est vraiment dans son délire. La nation pionnière. Il dit l'esprit pionnier. C'est quoi l'esprit pionnier? C'est la liquidation des Indiens. C'est le génocide des Indiens. C'est l'esclavage. Donc l'esprit pionnier américain, c'est un esprit décomplexé qui assume totalement le génocide des Indiens, le racisme, la traite des nègres, qui assume ça et considère que c'est dans l'ordre des choses. C'est ça l'idéologie de cet homme. C'est son discours d'investiture. Moi, j'ai soutenu Donald Trump dans le cadre d'un choix de la peste du choléra. Entre deux mots, on parle au moindre. Parce que lui, au moins, bon, en attendant la preuve du contraire, il n'est pas dans la pédophilie satanique, etc. Pour ne parler que de ça. Il est anti-woke. Ça, c'est les points qui m'ont amené. Il était mieux pour nous d'écarter d'abord la clique des mondialistes de l'État profond. Bon, mais, nous avons dit à l'époque, le soutien qu'on lui apporte, c'est pour mieux le combattre une fois qu'il est président. Donc, je suis très libre d'engager mon combat contre lui. D'ailleurs, j'ai commencé depuis un bon bout de temps. Parce que son socle idéologique, le voilà. Sa matrice électorale, là, voilà. Et lui, il n'a pas d'état d'âme. Il doit satisfaire sa matrice en tapant sur... Il tape seulement sur le noir. Hein. Il tape, il n'a rien. Pour moi, avoir un bilan, il dit voilà ce que j'ai fait pour l'immigration.
C'est le problème. Alors, pour sortir de ce sujet d'accueil président, il y a une question quand même qui taraude les esprits des uns et des autres. Avec ce comportement délirant du président Donald Trump, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité? Est-ce que, pensez-vous, je vais le dire cacha, pensez-vous qu'il va achever ce mandat? Mais, ou alors il y a une possibilité d'écourter son mandat? Pourquoi? Parce que ça va un peu dans tous les sens. Mais, vous savez, il a été élu par une majorité... Qui semble déçu aujourd'hui. Bon, c'est très tôt. C'est très tôt pour le dire. Les Américains ne raisonnent pas comme nous. Hein. Et puis ils s'en fichent des Noirs. Ils s'en fichent des immigrés noirs encore rapatriés. Ils ont des problèmes de vie quotidienne. Le coût de l'énergie, le chômage, le pouvoir d'achat. Voilà des questions pour... Il attendent là-dessus sur la réindustrialisation qu'il a promise, etc. Donc, si à ce niveau il échoue, oui, mais je ne pense pas que... Il est très tôt pour croire que bon, il y a comment on dit ça, que sa base va le lâcher comme ça. Aussitôt. Mais il y a des fissures, hein. Il y a des fissures, ça commence à craqueler, n'est-ce pas? Ça commence à chialer dans sa base, surtout avec le conflit Israël et l'Iran. Là, il y a une véritable fracture de sa base. Je me demande comment est-ce qu'il va gérer ça. Et même cette fracture-là, il a des pour expliquer aussi, une fois de plus encore, je le dis, la fuite en avant. Parce que pour faire diversion, il faut taper. Il faut taper sur les pays africains. Il faut taper sur les pays africains. Parce que nos dirigeants ne réagissent pas, comme l'a fait la dirigeante du Mexique, comme le font d'autres dirigeants. Voilà. Donc c'est aussi une manière de faire diversion aussi.